Bonsoir, bienvenue au consulat. Tout d'abord, je suis Éric Bayer, le consul général adjoint, et au nom du consulat, de toute l'équipe qui a œuvré, organisé et permis l'organisation de cette soirée, je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous remercier de votre présence pour un événement qui va être le premier du genre et dont nous sommes vraiment très heureux de sa première édition. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est notamment parce que le système juridique local américain et new-yorkais n'est pas toujours très lisible pour les Français, nouvellement installés à New York, ou faisant face à des changements de situation personnelle ou professionnelle. Le consulat est naturellement toujours là pour vous accompagner. Parmi nos missions de service public, le consulat s'efforce de proposer à la communauté française des opportunités d'accès à une information de qualité sur des thématiques cruciales pour leur vie de tous les jours et de leurs projets. Ainsi, 2 conférences ont été organisées précédemment en 2018, l'une sur le droit des successions et une autre sur le droit de la famille. Et je voulais vous signaler donc que des permanences juridiques sont proposées chaque mois dans les locaux du consulat par des avocats spécialisés en droit de la famille ou en droit de l'immigration, et avocats qui viennent donner des premiers conseils dans nos locaux, donc à titre gracieux. Notre intervenant de ce soir, maître Pierre Bonnefil, est bien connu du consulat. C'est un avocat inscrit au barreau de New York et qui tient donc chaque mois la permanence consacrée à l'immigration, matière sur laquelle il dispose d'une expérience très conséquente auprès des particuliers et comme des entreprises. Donc les Français peuvent s'inscrire à ces permanences via notre standard ou via notre site. Et je saisis l'occasion pour remercier Pierre de son implication continue et de longue date en faveur de notre communauté. Donc ce soir, Maître Bonnefil s'efforcera de vous présenter de la façon la plus pédagogique possible les principes du droit de l'immigration américain, ainsi que les dernières évolutions et les points de vigilance en la matière. Donc, pour que la conférence soit la plus interactive possible et qu'elle profite également aux personnes qui n'ont pas été en mesure de se déplacer ici en semaine, nous avons la chance ce soir de compter sur 2 partenaires et qui fait de cette soirée un événement un peu spécifique, un peu spécial. Nos 2 partenaires, nous les remercions naturellement chaleureusement. Il s'agit d'une part de Canal Chat, une jeune entreprise française spécialiste de la digitalisation d'événements, et qui met ce soir à disposition gracieusement ces outils innovants de retransmission et d'interactivité. Donc les internautes ont pu, en amont de la conférence de ce soir, poser leurs questions sur une page dédiée, et la conférence est filmée et retransmise en direct par les soins de Canal Chat. Donc nous continuerons à recevoir des questions en direct via cette page. Nous espérons que cette expertise très appréciable de Canal Chat permettra à chacun de trouver des réponses à ces questions. Donc merci à l'entreprise pour ce partenariat que nous espérons développer dans le futur pour diversifier nos publics. Et puis, naturellement, French Morning, média ô combien connu de la communauté française de New York, qui a accepté d'assurer l'animation des échanges de ce soir, en lien avec Canal Chat. Et nous remercions son directeur Emmanuel Saint-Martin pour sa présence ce soir afin d'animer la rencontre. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maître Bonnefil pour une courte présentation avant que vous puissiez lui poser vos questions, qu'il y réponde. Et je vous souhaite de ressortir de cette séance mieux informé et plus apte encore à faire face aux procédures locales. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Éric. Merci à tous d'être là et merci à ceux qui nous regardent en direct. L'idée, c'est d'avoir une conversation la plus animée possible. Il y a déjà plus d'une trentaine de personnes qui ont posé des questions online grâce à Canal Chat et vous êtes évidemment encouragés à le faire pendant tout ce direct. Et puis évidemment, quand même, ceux qui ont fait l'effort de venir là, sous la pluie, parce qu'il pleut en ce moment à New York, eh bien, on prendra toutes vos questions. Il y a beaucoup de cas particuliers, on le verra dans les questions, mais c'est aussi l'occasion
l'occasion d'essayer d'évoquer le paysage changeant justement de l'immigration, parce que l'immigration, c'est évidemment un sujet qui fait la une de l'actualité et pas qu'un peu depuis quelques mois. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans la politique ou dans les polémiques éventuelles, ce n'est pas votre rôle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup d'inquiétudes de la part dans la communauté française ici, hein, comme dans toutes les communautés immigrées ou expatriés qui vivent en ce moment aux États-Unis et qui se demandent pourquoi les choses changent, comment les choses changent. Est-ce que, il y a peut-être aussi des idées reçues d'ailleurs, hein, je voudrais commencer en vous demandant si cette idée que l'immigration s'est considérablement durcie ces derniers mois, ces 2 dernières années, qu'il est plus compliqué d'avoir des visas, plus compliqué de renouveler les visas. On entend beaucoup d'histoires. Est-ce que de votre expérience à vous de praticien, c'est effectivement le cas? Les choses sont plus compliquées aujourd'hui qu'elles n'étaient il y a 2 ans. Définitivement. Ces jours-ci, on dit toujours que les proches, on dit normalement que maintenant, ce qu'on pouvait faire on peut dire dans 2 ou 3 mois, maintenant ça prend 6 mois, 9 mois, des choses comme ça, et on trouve des problèmes au service d'immigration. Ici, on trouve ça normalement dans la frontière, on trouve ça aussi au consulat, dans les consulats étrangers, les consulats américains en dehors des États-Unis. Ça commence depuis ici et ça arrive jusque là-bas. Et normalement, ce qu'on trouve beaucoup de problèmes ici maintenant ces jours-ci, c'est à la frontière. On peut dire les aéroports et tout, des choses comme ça. C'est devenu vraiment on peut dire que maintenant, une partie de ma vie, c'est à parler avec les clients, les dire, calmez-vous, ça va s'arranger, mais calmez-vous, ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose comme avant qui faisait comme ça. Normalement, on voit que c'est quelque chose qui est devenu plus ou moins très difficile ces jours-ci. Parce que quand vous dites les problèmes à la frontière, il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on a un visa, qu'on a reçu un visa, par exemple, à l'ambassade à Paris, qu'on a eu son H1B, son G4 ou son whatever. On viendra sur cet alphabet soup plus tard. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu ça que le garde à la frontière, le policier à la frontière est obligé de vous faire passer. Il y a des discrétions. Il a une discrétion. Et là, c'est là où les choses ont changé ces derniers mois. Une discrétion énorme. On peut dire que normalement, avec le service d'immigration, on commence ici avec le service d'immigration. C'est-à-dire que la première chose d'un visa, j'aime bien en dire, c'est d'appliquer pour le visa ici. On applique pour ce qu'on appelle l'approval du document. On vous donne ce qu'on appelle un 797. Avec ce document-ci, vous appliquez normalement à l'ambassade pour le visa. Ce n'est pas numéro 2, pas numéro 3. C'est quand vous entrez aux États-Unis, à l'aéroport, la discrétion qu'on vient de dire maintenant, c'est la discrétion de l'officier pour vous laisser entrer ou non. C'est-à-dire qu'on a 3 pas normalement pour entrer aux États-Unis. 3, pardon? 3 pas. Des pas. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Excusez-moi. C'est l'accent haïtien, excusez-moi. Magnifique l'accent haïtien. Et du coup, est-ce que vous avez dans vos clients récents, sur ces quelques derniers mois qui sont passés, des histoires de gens qui sont retrouvés interdits à la frontière, refoulés finalement à la frontière, alors qu'il semblait que leur dossier était en ordre? Vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples peut-être? Oui. Normalement, c'est quelque chose... On donne le numéro cellulaire à les clients, le téléphone, des fois, le dimanche, ça sonne et on doit essayer de faire qu'est-ce qu'on peut normalement. Et on a une chose qui est très, très importante. Et normalement, et la date on a des fois qu'on laisse les personnes entrer jusqu'à la date de l'expiration de leur passeport. Même si le visa est valable juste pour 2 ans, 3 ans, mais des fois, on laisse les personnes entrer seulement pour la date de l'expiration de leur passeport. Et on peut voir ça dans le formulaire I-94, et normalement, ce n'est pas quelque chose qui est des fois écrit dans le passeport, dans l'entrée. Si on dépasse de la date qui est dans le formulaire I-94 de 6 mois, on est interdit dans le territoire pendant 3 ans. Si on dépasse pendant 1 an, on est interdit pendant 10 ans. Normalement, on a beaucoup de personnes qui arrivent, ils regardent le passeport, ils disent tout va bien, ils ne regardent pas la date, et puis après ça, ils trouvent qu'ils ont passé 6 mois. Ils ont dépassé de leur temps ici de 6 mois et maintenant ils sont bloqués, interdits pendant 3 ans. C'est d'une situation comme ça, on arrive à la frontière et puis boum, on est bloqué, on a dit non, vous devez retourner chez vous pendant 3 ans.
Peut-être qu'avant de passer à des questions, et comme je disais tout à l'heure, l'alphabet soupe des visas A, B, C, G, etc., on peut essayer de faire un panorama de ce que sont le type de visa, parce que finalement, les hypothèses dans lesquelles on peut obtenir un visa ici, qui sont finalement assez limitées. Est-ce que vous voulez nous faire rapidement ce panorama-là? Oui. Normalement, on peut commencer, comme on a dit, on a 26 types de visas différents. On commence avec la lettre A et on va jusqu'à la lettre V, des fois W, etc. etc. C'est vraiment, et pour moi, les visas qu'on voit que les Français utilisent plus que tout, c'est le visa B1, B2, ça c'est le visa de touriste, le visa H1B, normalement c'est le visa de travail, le visa E2 ou E1, qui est le visa de travail pour les expatriés ici, le visa L1, le visa O1, le O1 c'est pour les artistes normalement, et on a un visa qu'on appelle un visa, mais ce n'est pas vraiment un visa, c'est ce qu'on appelle ESTA. La quantité de questions que je reçois toujours avec « Oh, est-ce que ESTA, est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas faire ça. » ESTA, en réalité, c'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est une entrée de 90 jours maximum. Ce qui est très important, que ce n'est pas une garantie, comme on l'avait dit déjà, ce n'est pas une garantie qu'on va vous laisser entrer pendant 90 jours, mais on a le droit de demander l'admission. On a le droit de frapper à la porte et disant « Est-ce que vous pouvez me laisser entrer pendant ces 90 jours ?» Mais ce n'est pas une garantie qu'on va vous laisser entrer pendant 90 jours, spécialement si vous allez entrer. Et je sais qu'on a une de ces questions aussi qui arrive à plus tard, on va laisser ça pour plus tard, mais normalement, ça c'est le type d'entrée qu'on voit beaucoup ici aux États-Unis avec les Français. H1B, visa de travail, L1, quand vous travaillez pour une société au dehors des États-Unis pendant une année, on vous le transfère ici aux États-Unis. Le visa E2, si vous allez investir de l'argent aux États-Unis, vous avez on peut dire, on a le visa E2 ou E1. Et normalement, après ça, on a parlé du visa O1, qui est pour le visa d'artiste. Le visa d'artiste, c'est un visa qui est un petit peu abusé dans le sens que on voit qu'on a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils qualifient pour le visa O1 parce qu'ils ont 2 ou 3 petites choses qu'ils ont fait dans leur vie, mais normalement, le visa O1, c'est pour le top de la top, la crème de la crème. Et pas forcément des artistes. Ça peut être des chirurgiens, ça peut être tout. Ils s'appellent ça le visa d'artiste, mais c'est pour le business, pour les artistes, pour les athlètes, pour tout. Hein. Mais normalement, c'est une personne qui est arrivée le top de le top. Ce n'est pas quelqu'un qui a la possibilité d'arriver, mais la personne qui est déjà arrivée là, qui a déjà un dossier assez costaud. Alors, on l'a dit, les conditions à la frontière, par exemple, se sont durcies. Les conditions d'application de la loi se sont durcies considérablement ces derniers mois. Mais la loi elle-même, elle n'a pratiquement pas changé, en tout cas pour ce qui concerne la majorité des immigrés ou des candidats à l'immigration. La loi, c'est l'application qui a changé. La loi est égale. Depuis des années, c'est vraiment l'application, c'est la façon que les officiers d'immigration appliquent la loi. Comme on l'avait dit déjà, Emmanuel, on a une discrétion énorme. C'est-à-dire qu'on peut envoyer une application pour 2 personnes qui sont égales pour le même type de travail. Un peut être dénié, l'autre peut être approuvé. C'est la discrétion totale de l'officier d'immigration. Avec des recours quasi inexistants finalement pour… Oui, normalement, si la seule possibilité, c'est de faire une appellation si on applique ici. Et les appellations prennent 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que normalement, on est censé coincer, on ne peut rien faire. On doit accepter. Et des fois, on peut essayer de faire des recours à les superviseurs de l'immigration, mais normalement, ça, c'est quelque chose qui ne marche pas beaucoup. Alors justement, je vais commencer peut-être par prendre une question qui nous avait été posée un peu plus tôt, je crois, dans la journée, par Pedro, à propos des réformes qui, pour l'instant, n'ont pas eu lieu, justement, et lui, il parle de visa H1B. Il demande, Pedro, où en est-on de la réforme proposée ou défendue par Trump concernant le visa H1B pour valoriser le mérite plutôt qu'une mini-loterie. Et par ailleurs, il demande aussi où en est-on de la fin de la loterie pour les green cards. Normalement, c'est une proposition on peut dire l'administration a fait, mais ce n'est pas la loi. C'est quelque chose qu'ils ont dit déjà, mais c'est normalement pour changer la loi d'immigration, ça prend du temps. C'est quelque chose qui doit passer dans le Congrès. On doit avoir une période de 90 jours de discussion, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut signer et décider comme ça que ça va changer. C'est quelque chose que on voit ça dans les nouvelles, qu'on a beaucoup de personnes qui sont contre cette chose-ci. Et normalement, l'administration dit ça, mais normalement, ça va prendre, si ça va passer, c'est quelque chose qui va prendre des années et c'est quelque chose qui ne va pas passer entre aujourd'hui et demain. Et normalement, c'est quelque chose que
on ne sait pas si c'est quelque chose qui a la puissance nécessaire pour passer dans le Congrès. Peut-être on peut rappeler très précisément ce que c'est que le H1B, quel type de visa et quelles sont les limitations sur ces dernières années sur le H1B. Les H1B, c'est la loterie. C'est une loterie de 85 000 visas par année. C'est vraiment pour les professionnels, les personnes qui travaillent, on peut dire, l'informatique, la comptabilité, des choses comme ça, les personnes qui viennent se graduer de l'université. Et c'est une loterie. C'est une loterie qui prend lieu le 31 mars de chaque année. Ils choisissent, comme j'ai dit, 65 000 normales et 20 000 en plus avec les personnes qui ont eu ce qu'on appelle le Masters américain, qui ont étudié une maîtrise américaine, pour un total de 85 000. Mais c'est une loterie qui commence, comme j'ai dit, le 31. Ça prend seulement, dans un jour, 2 jours, ils ont plus ou moins, on peut dire, les 300 000 qu'ils ont besoin. Ils n'acceptent pas encore. Et puis, dans une semaine, ils choisissent. Normalement, ils vont choisir une loterie, une vraie loterie. On a beaucoup de questions. Est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer d'avoir plus de chance? Rien, c'est une loterie. On vous donne un numéro. C'est avec ce numéro-ci qu'on choisit les personnes, oui ou non. Et normalement, si vous choisissez, vous avez le droit de commencer à travailler aux États-Unis seulement en octobre, le 1er octobre de cette année. C'est-à-dire qu'on peut appliquer 6 mois en avance et la loterie prend lieu. Mais on peut commencer seulement le 1er octobre. Ça veut dire que normalement, si on ne vous choisit pas maintenant, l'idée, c'est d'attendre jusqu'à l'année prochaine pour refaire la loterie encore. Et peut-être qu'il faut rappeler que si on parle tant du H1B, bien que ça concerne finalement 80 000 personnes maximum chaque année, c'est parce que c'est quasiment le seul visa qui permet à des entreprises américaines d'embaucher des non-américains et de les faire venir pour travailler spécifiquement. Il n'y a quasiment pas d'autres possibilités. Exactement. Et ce qu'on a vu beaucoup avec les H1B cette année, l'année dernière, on a une chose qu'on appelle Request for Evidence. C'est un Request for Evidence, c'est quelque chose, un document qu'ils envoient, qui pose des questions. Le service d'immigration pose des questions. On voit ça, on avait une quantité, je crois qu'on a à peu près 5 ans de ça, on avait allons dire une trentaine, 30% seulement des cas qui avaient les RFEs. Maintenant, on a plus de entre 50 et 60% des cas qui posent des questions. Quand on pose les questions, on doit répondre, on vous donne 90 jours pour répondre, et si vous allez répondre très bien, on va vous approuver, sinon on va dénier le cas et vous devez retourner l'année prochaine et réappliquer pour la loterie si c'est possible. Alors, pour essayer de garder les choses un peu organisées, je propose que s'il y a des gens qui ont des questions ici dans la salle autour du H1B et de ce permis de travail spécifique, peut-être on peut les prendre. Sinon, il y a des questions des internautes qui sont arrivés là-dessus, je peux les poser. Bonsoir. Peut-être qu'il faut la répéter parce que je ne suis pas sûr que ça passe au micro. Quelles sont les possibilités de transférer, les modalités pour transférer à un H1B quand on veut changer de compagnie? Oui, actuellement, c'est une très bonne possibilité parce que normalement, on est ce qu'on appelle on n'est pas cap exempt, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par la loterie. On va directement, on peut appliquer normalement allons dire, on va changer d'employeur. Le nouveau employeur peut appliquer directement pour cette personne-ci. Et le jour que l'application est envoyée au service immigration, cette personne-ci peut joindre, peut commencer à travailler dans l'autre société. C'est le seul visa où on peut faire ça. Normalement, où la personne peut transférer d'un employeur à un autre le jour qu'on envoie l'application. Et pour faire l'application, ça peut prendre à peu près 1 semaine et demie à 2 pour envoyer tout. Et la personne peut commencer à travailler pour employeur numéro 2. Alors, il y a Drennan qui a posé une question qui a un rapport avec le H1B. Elle nous dit qu'elle est actuellement en visa H4, qui est donc dépendant, époux de H1B, qui n'a pas de work permit, qui n'autorise pas le travail. Quelles sont les solutions afin d'obtenir une autorisation de travail? Normalement, avec le H4, la seule façon d'obtenir un permis de travail, c'est si le formulaire I-140 pour son mari, c'est-à-dire la carte verte, est filé, est approuvé. Et normalement, on a ce qu'on appelle la date de priorité n'est pas arrivée. Normalement, là, l'époux peut demander le work permit. Mais si ça ne passe pas, il ne peut pas. C'est donc seulement dans le cadre de la demande d'une carte verte. Parce qu'il faut rappeler que le H1B peut, dans certaines circonstances, amener il est renouvelable une fois. Donc, on peut faire 3 ans, puis 3 ans H1B.
Et éventuellement, si on a l'employeur pour cela, etc., on peut faire une demande de carte verte. Exactement. Et seulement à ce moment-là, l'époux ou l'épouse a le droit de travailler. Mais seulement si le l'I-140 est approuvé, c'est-à-dire la pétition pour immigrants est approuvée et la date de priorité n'est pas arrivée. Mais pour les Français, la bonne chose avec les Français, c'est les dates de priorité, pas maintenant tellement, parce que normalement on arrive à la fin de l'année, on peut parler de ça plus tard, mais les dates de priorité pour les Français sont toujours au jour. Si on est chinois, mexicain, indien, et les Philippines, là, c'est différent. Là, les dates sont un petit peu plus longues. Et là, on peut toujours appliquer pour le H4 Work Permit. Mais sinon, avec les Français, normalement, ce n'est pas possible. Mais c'est une bonne chose que la date de priorité, je qu'on peut appliquer pour la carte verte, on l'aura plus vite. Parce que la date de priorité pour les Indiens et les autres sont des fois 10 ans. Pour les Français, ce n'est pas ça. C'est bien. C'est dû à quoi ça? Au système de quotas finalement? Pour les visas de migrants, on a une quota par pays. Et normalement, les pays, comme j'ai dit déjà, les Philippines, etc., ils utilisent les visas plus que les Français et les autres pays. Et normalement, c'est pour ça la liste d'attente est plus longue pour eux. Et on peut dire qu'on a pour les Indiens, je crois que pour une catégorie qu'on peut parler ici plus tard si on a le temps, ça va prendre à peu près de 10 à 15 ans pour avoir la carte verte. Même si c'était approuvé pour le I-140, ils doivent attendre 15 ans pour avoir le visa qui est une éternité. Alors, on a parlé justement de la carte verte. Il y a un sujet qui fait beaucoup fantasmer, c'est le tirage au sort de la carte verte. Les articles de French Morning ont énormément de succès à chaque fois qu'on parle du tirage au sort de la carte verte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir aux États-Unis par ce système. Il faut rappeler, alors pour le coup, par rapport au H1B, vous avez parlé de loterie, mais là, dans le cadre de la carte verte, on est dans une vraie loterie, c'est-à-dire on gagne. Et il faut remplir quelques critères, mais on devient immigrant et résident permanent même, alors que le H1B, il y a toute une série de critères, il faut avoir trouvé un employeur, etc. Et après seulement, il y a la loterie. Mais l'administration Trump, et Donald Trump lui-même, avait remis en question la loterie de la carte verte, mais pour l'instant, elle existe toujours, et aux dernières nouvelles, la prochaine aura lieu normalement. Exactement, oui, c'est une très bonne situation pour beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la carte verte à travers d'une autre chose, de l'emploi. Mais comme on a dit déjà, c'est une loterie. Mais n'oubliez pas que vous avez dit la différence entre la loterie de H1B et la loterie de DV, la loterie diverse, c'est la même chose. C'est une loterie pour les deux. C'est la chance et on ne sait jamais. Comme on dit en anglais, c'est a dollar in a dream, comme on dit normalement ici. Que c'est vraiment, et c'est une loterie qui a aidé beaucoup de personnes. Et c'est quelque chose que je crois qui va continuer toujours parce que je crois qu'on a beaucoup d'intérêt pour faire ça continuer. Oui. Mais on va voir. Et c'est une loterie qui n'est ouverte qu'à certains pays, puisqu'il y a un système de quotas et c'est les pays qui ont moins d'immigrés que d'autres. Exactement, c'est la même chose. On a certains pays qu'on a un visa seulement, une carte verte seulement dans tout le pays. On a des autres qui n'utilisent pas beaucoup, comme on va dire, comme les Français qui n'utilisent pas beaucoup les visas. Eux, ils n'ont plus de visa. C'est par pays, on a certains pays qui n'ont pas même, les Canadiens, zéro. C'est-à-dire que ça dépend vraiment des pays, mais normalement, c'est quelque chose qu'on peut voir sur le site du département d'État. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là de la carte verte, par exemple, au sens large, tirage au sort ou pas tirage au sort? Alors, oui. on a même un micro maintenant. Oui, par curiosité, combien de Français appliquent-ils à la loterie de la carte verte et pour combien d'élus? Ça, je ne sais pas. Il y a un excellent article de French Morning sur ce sujet-là, mais je ne me souviens plus. Mais on pourra essayer. On va essayer de trouver l'information d'ici la fin, peut-être, et de vous la donner. Mais ça se compte en quelques centaines. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a 55 000 visas et normalement, on choisit, je crois, 150 000. Et ils ont 55 seulement, 55 000 qui gagnent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes. Quand on envoie on peut dire l'email ou le document que vous avez gagné, on a un numéro, avec ce numéro-ci qu'on peut toujours regarder pour voir si on a gagné ou non. Normalement, on a gagné, mais ce n'est pas qu'on a une garantie qu'on va avoir le visa. Parce qu'on a certains pays où ils ont choisi plus et les visas, si on a un numéro qui est plus grand que les autres, c'est-à-dire que ça passe très vite et si on doit
vraiment agir rapidement, parce que sinon, si vous agissez pas comme ça, vous allez perdre le numéro et c'est tout. Et proportionnellement, la chance des Français d'être pris au tirage au sort carte verte est plus élevée que d'autres pays, parce qu'il y a moins de demandes, moins de pression démographique. Et, je crois que l'Irlande, c'est l'autre pays qui a beaucoup aussi. Si, parce qu'on a besoin de vous entendre pour le broadcast. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. En fait, je voudrais savoir de combien de temps dispose-t-on après avoir obtenu la green card pour emménager définitivement aux États-Unis? Après avoir la green card au dehors des États-Unis? Si vous avez, je ne comprends pas. Quand on est en France, par exemple, et on a la green card, en fait, on a le visa pour retirer la green card aux États-Unis. On a combien de temps pour entrer aux États-Unis? C'est-à-dire qu'après le rendez-vous à l'ambassade, c'est ça? Oui, je pense, à partir du moment où vous avez reçu la green card, si vous n'habitez pas déjà aux États-Unis, combien de temps vous avez pour arriver et vous installer aux États-Unis? Mais normalement, l'idée si vous avez l'entretien, allons dire à Paris, et on vous donne ce qu'on appelle un immigrant visa, vous deviez entrer aux États-Unis pour activer le visa. Si vous n'entrez pas aux États-Unis, vous n'activez pas le visa, c'est comme si c'est nul. On vous donne le visa qu'on a dans votre passeport, est valable pendant 1 an. Mais normalement, l'idée, c'est d'essayer d'entrer aux États-Unis le plus vite possible. Quand vous entrez aux États-Unis, on va vous donner, on va créer la carte verte. Parce que normalement, si vous avez seulement le visa dans votre passeport, c'est pas la carte verte. C'est quand vous entrez aux États-Unis à l'aéroport, on va prendre votre dossier normalement de l'aéroport, et puis après ça, on vous envoie la carte verte chez vous. Et si vous avez l'intention de retourner en France, vous pouvez faire ça, mais normalement, pour activer la carte verte, vous devez entrer aux États-Unis et tamponner votre passeport avec le tampon de CBP. Alors, pendant ce temps-là, Canal Chat ne s'est pas endormi sur la caméra. Ils nous ont trouvé la réponse sur les 4693 Français qui l'ont eu pendant cette période. Je sais pas si, seuls 314 individus l'ont obtenu via la loterie dite de la diversité. Donc 314, je pense, dans une année. Et sur ces 314, 249 n'habitaient pas sur le territoire américain quand ils ont participé à la loterie. Donc c'est un peu mieux que de jouer au loto, mais ça reste quand même des chiffres assez faibles. Oui, c'est vrai. Je propose que, sauf s'il y a des questions encore sur la green card, et qu'on passe à un événement, à des questions sur le visa E2. Il y a eu beaucoup de questions sur le E1, E2, qui est un visa d'investisseur, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre le E1, le E2, et grosso modo, qu'est-ce que le visa d'investisseur? Comment ça fonctionne? Le visa d'investisseur, c'est le visa E2. Et le visa E2, on doit montrer qu'on a vraiment investi une somme substantielle, on peut dire, aux États-Unis. On doit montrer, c'est la partie qui est un petit peu intéressante du E2, c'est qu'on doit investir l'argent avant d'appliquer pour le visa. On doit mettre tout en place. Si on va ouvrir un local, on doit trouver le loyer, on doit ouvrir le compte en banque. On doit normalement faire tout. Et quand tout est prêt, on applique pour le visa. Si on n'a pas vraiment investi l'argent, on ne va pas vous donner le visa. On doit montrer que l'investissement, on a un risque que l'investissement ne va pas travailler. Et normalement, on doit prendre tous les pas nécessaires pour créer tout, pour avoir tout en place. Et ce qui reste seulement, c'est vraiment ouvrir la porte. Et là, on peut appliquer pour le visa E2. C'est le visa E2. Le visa E1, c'est si on a on peut dire du trade entre les deux pays, entre la France et les États-Unis. On peut faire des services, on peut avoir des choses qu'on vend, on peut importer certaines choses, des choses comme ça. Normalement, c'est le E1, c'est vraiment... On a certaines compagnies qui sont éligibles pour les deux, parce qu'ils ont plus de 50% de ceux qui vendent aux États-Unis ou ceux qui achètent aux États-Unis, c'est français. Et du coup, là, ils ont droit le visa E1. Et normalement, on a beaucoup de sociétés qui choisissent entre les deux. C'est la même chose, parce que normalement, ça vous donne droit à 5 ans de visa. Ça vous donne le droit que votre épouse ou époux peuvent travailler aux États-Unis. Ça vous donne beaucoup de choses. C'est vraiment pour vous dire, c'est à peu près la même chose. On a certaines sociétés qui n'ont pas investi beaucoup d'argent. Ils ont seulement beaucoup d'affaires entre la France et les États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils appliquent le E1. Mais normalement, c'est vraiment... Pour moi, c'est à peu près la même chose, et beaucoup de compagnies choisissent entre les deux, et
Et c'est l'ambassade, des fois, donne le E2, des fois, donne le E1, sans vraiment, pour pas de raison. On n'a pas de raison pour ça. Mais normalement, oui, est-ce qu'il y a une somme minimale ou est-ce que ça dépend des activités à investir pour pouvoir avoir le droit au E2? Ce que ça dit dans la loi, c'est dit une somme substantielle. Substantielle, ça dépend du cas. On peut dire vraiment, si on va avoir, allons dire, une boîte informatique, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup, parce que normalement, c'est la connaissance de la personne, c'est ceux qu'ils ont, les clients qu'ils ont et toutes des choses comme ça. Ils ont besoin d'un petit bureau. Des fois, ils vont louer un WeSpace, des choses comme ça. Normalement, WeWorks, excuse-moi. Mais normalement, si on parle de, allons dire, une société qui vend des meubles, là, c'est différent, parce que normalement, on a besoin d'un warehouse, on a besoin des meubles, on a besoin des voitures, on a besoin des personnes qui vont vendre. C'est-à-dire que normalement, c'est plus ou moins, ça dépend on peut dire plus que tout, ça dépend de la type d'entreprise, ça dépend de qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis. Mais ça peut commencer avec des investissements aussi faibles que 100 000 $ par exemple ou... Oui, des fois moins que ça. J'ai eu un client une fois qui a dépensé, je crois, qui a investi 30 000 $, mais il avait une liste de clients énorme qui allait venir avec lui, il avait des contrats. C'est-à-dire qu'on a vu que le futur allait être très brillant pour lui, et lui, il a eu le visa pendant 5 ans, mais il a investi seulement 30 000 $. Mais 100 000, c'est une très bonne somme, oui. Alors, sur ce E2, il y a Bernard, par exemple, qui nous pose cette question online. Les délais pour obtenir un visa E2 ont-ils changé de par la réforme actuelle? Quel délai? Il faut rappeler qu'il n'y a pas de réforme actuelle. On n'a pas de réforme, on n'a pas jusqu'à présent. Mais normalement, ce qu'on voit beaucoup avec les visas E2 ces jours-ci, on a une chose qui est nouveau, et on peut dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qu'ils appliquent maintenant, qu'on voit plus ou moins et plus couramment, c'est ce qu'on appelle Administrative Processing. Qu'est-ce que ça veut dire? Administrative Processing veut dire que vous allez à l'entretien, tout va bien, et l'officier a des questions, et ils vont vous envoyer, on vous envoie par votre passeport chez vous, on va vous dire, on a des autres questions, on va envoyer les questions au département d'État américain. C'est-à-dire que ça va aller à Washington, D.C. de la France. Et normalement, ce qu'on doit faire, on doit attendre pour la réponse. Et on n'a pas de façon vraiment de checker. On ne vous donne pas un numéro. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 mois, 6 semaines, on ne sait pas. Et c'est ça qu'on voit plus et plus ces jours-ci, spécialement avec les visas E2, mais il ne vous dit pas pour quelle raison, on vous donne une raison comme ça, que on a des questions, mais on ne vous dit pas qu'est-ce que c'est la question. Et ce qu'on voit des fois, c'est qu'on a des personnes qui aiment voyager, et ils ont voyagé, allons dire, d'un pays qui n'est pas considéré, allons dire, ami des États-Unis, et pour ça, ils vont checker ça, ils vont poser plus de questions, et ça va passer des mois dans l'administrative processing. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est quelque chose qu'on voit ces jours-ci qui est plus courant et plus on voit ça. J'ai eu, je crois, les derniers 3 E2 que j'ai eu avec des grandes sociétés. J'ai eu 2 des 3 ils ont passé 2 semaines encore à attendre. Mais finalement, ils ont eu le visa, mais ça a pris 2 semaines en plus. Ce qui n'est pas tellement, 2 semaines. Oui, j'ai quelqu'un pour vous dire vraiment, ce monsieur-ci, c'est vraiment triste, mais je crois qu'il a voyagé beaucoup dans ces pays-ci. Et aussi, il avait répondu dans le formulaire DS-160 qu'il avait eu ce qu'on appelle weapons training. Il a des armes et tout. Il a été entraîné un petit peu dans les armes. Et comme ça, il a 1 an qu'il attend son visa. Il a abandonné normalement, mais il a attendu. Jusqu'à présent, et chaque fois qu'on regarde dans le site, ça dit seulement que c'est administrative processing. Et on vous dit, si vous allez appeler ou vous envoyez un email, on vous dit, on ne peut rien faire. C'est dans les mains du département d'État à Washington, pas dans leurs mains. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans l'inconnu un petit peu. Alors, François B. demande, est-il possible de passer d'un visa E2 à une carte verte? Merci bien. Et j'enchaîne avec celle de Choupeau, puisque c'est un peu la même. Actuellement aux USA, avec un visa E2, je souhaiterais savoir s'il est possible d'ajouter une personne sur mon visa E2 sans me marier. Existe-t-il un équivalent? Non, ce n'est pas la même question, pardon. Lélie 78, celle du mariage, on y viendra après. À partir du moment où l'on commence les démarches, combien de temps prend l'obtention de la green card avec Trump sous visa E2? Donc cette personne est sous visa E2. Et elle a déjà eu une green card par le passé. Ça dépend vraiment du type. Là, cette question-ci, c'est la réponse, ça dépend. Ça dépend le type normalement de type d'application qu'ils vont faire. Si c'est à travers du mariage, c'est quelque chose. Si c'est à travers du travail, c'est quelque chose. Si c'est habilité extraordinaire, c'est quelque chose. S'ils avaient travaillé au dehors des États-Unis pendant 1 an, ils vont appliquer avec ce qu'on appelle priority worker.
C'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose, si on qualifie pour le L1 et on applique pour la carte verte à travers de ça, sachant qu'on a travaillé pendant 1 an au dehors des États-Unis pour la même boîte, là, on peut faire ça un petit peu plus vite, mais normalement, ça dépend. Mais on peut dire quasiment et à peu près 1 an et demi, si on veut donner quelque chose. Ça, c'est pour la green card en général. En général, oui. Et pour ces deux questions-là, la question, c'était très précisément la possibilité de passer du E2 ou du E1 à la green card. C'est possible? C'est possible, mais normalement, on a deux façons de faire ça. Un, c'est ce qu'on appelle l'habilité extraordinaire. On a parlé de ça déjà. C'est le O1, mais pour la carte verte. Normalement, c'est EB1. On peut faire ça. Ou l'autre, c'est si on a travaillé pour la boîte en France pendant 1 an avant d'entrer aux États-Unis comme un manager ou un directeur, on peut appliquer pour la carte verte plus accélérée. Mais si on n'a pas fait ça, normalement, c'est ce qu'on appelle l'application normale, c'est ce qu'on appelle PERM ou Labor Certification. Et là, ça peut se faire aussi. Et là, ça dépend encore, mais normalement, c'est possible. C'est possible. On a O1, on peut faire ce qu'on appelle EB1. On peut faire le Priority Worker, qui est la deuxième façon. On peut faire, troisième, c'est à travers du département de travail, ce qu'on appelle le Labor Certification. On a 3 possibilités de faire ça, la carte verte. Alors, je vais revenir à la question que j'ai lue tout de suite par erreur, Choupo. Actuellement, aux USA, avec un visa E2, je souhaiterais savoir s'il est possible d'ajouter une personne sur mon visa E2 sans me marier. Existe-t-il un équivalent américain du PACS français qui permettrait d'ajouter une personne sur son visa? Une réponse est non. Non, on avait pris contact avec... Mariage ou rien? Mariage ou rien. Oui, on a pris contact avec plusieurs consulats avec ça au dehors des États-Unis. Ils ont dit la même chose. Tout le monde a dit, sans le mariage, c'est pas possible. C'est mariage, c'est tout. C'est un mariage civil, pas un mariage religieux. Oui. Je poursuis avec Margot qui demande « Bonjour, si mon compagnon est sponsorisé pour un emploi aux US, quelle est la procédure et les délais à suivre pour que je puisse le rejoindre et travailler également? Suffit-il d'être marié ou est-ce que je devrais moi aussi être sponsorisé pour pouvoir travailler ?» Ça dépend du visa, j'imagine. Ça dépend du visa, oui. Ça dépend du visa. Le visa L1 et le visa E2 ou E1, on peut travailler. L'épouse peut travailler. Sinon, le visa H1B et tous les autres, ce n'est pas possible pour que le conjoint travaille. Mais normalement, il demande le mariage. Et ce que la personne doit faire, la personne doit entrer aux États-Unis en statut, comme on a dit, le L1 ou E1 ou E2, et appliquer pour ce qu'on appelle le EAD ou le permis de travail. Et ça prend à peu près 90 jours pour l'avoir. Alors, une question qui est, à mon avis, j'ai la réponse, puisque Geoffrey nous demande conseillez-vous de s'accompagner d'un avocat spécialiste en droit de l'immigration pour une demande de green card suite à un mariage? Autrement dit, est-ce risqué de monter le dossier sans avocat? Moi, ce que je dis toujours, je dis normalement, c'est pas la science, c'est pas une science. Mais si on va chez un avocat qui a la connaissance, on sait où déposer l'application, quoi payer, quoi faire, quoi remplir, etc. Tout ça, on le connaît. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire seul, normalement. Mais les erreurs qui sont possibles sont énormes. Et l'idée, toujours, c'est, comme je dis toujours, si j'ai une mal aux dents, je ne vais pas m'arracher la dent, moi. Je vais chez un dentiste qui va arracher ça pour moi. C'est mieux de contacter quelqu'un quand même, parce qu'on a ce qu'on trouve beaucoup qui est un petit peu effrayant, c'est qu'on a beaucoup de blogs qui disent des choses qui sont totalement incorrectes. Le site d'immigration a tous les formulaires nécessaires pour remplir. Ils ont des instructions dans toutes les formes. Si on a la patience et le temps, on peut remplir tout. Et normalement, c'est bien de le faire comme ça. Mais normalement, pour moi, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut quand même un coup d'œil, parce que sinon, les erreurs peuvent créer des problèmes énormes. Même pour quelque chose qui a l'air aussi simple, entre guillemets, que la green card par mariage? C'est pas simple. C'est pas simple? Même par mariage, c'est pas simple? Non. Par mariage, c'est quelque chose, on reçoit beaucoup on peut dire des questions. Est-ce que je suis marié? Est-ce que c'est quelque chose que c'est 1, 2, 3? Non, normalement, on doit appliquer. Et la loi maintenant a changé, qui est quelque chose qui est très important à dire maintenant. C'est avant, on pouvait entrer aux États-Unis et se marier 30 jours après, 60 jours après, appliquer pour la carte verte. Normalement, maintenant, si on entre en ESTA, on doit attendre 90 jours, pas moins, pour appliquer pour la carte verte à travers du mariage.
Sinon, si on applique avant, on a l'entretien, on a la possibilité de vous dénier le cas parce que vous avez appliqué avant les 90 jours. C'est très important, ça. C'est quelque chose qui a changé, on a à peu près moins d'un an. Et c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment, vraiment frappé beaucoup de personnes parce qu'ils entraient et ils se mariaient comme ça et normalement ils appliquaient. Mais normalement, si on n'attend pas les 90 jours, on est censé bloquer. On peut avoir des grands problèmes le jour de l'entretien. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire ici, puisque 90 jours, c'est au-delà de l'ESTA. Donc, oui, mais on a toujours un petit truc, on a un petit truc, comme on dit toujours. Ce n'est pas un truc, mais c'est la loi. Quand on applique pour la carte verte, à travers du mariage avec une Américaine ou une Américaine, on peut rester plus que les 90 jours sans problème parce qu'on a une application qui est dans le service d'immigration. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, si on est dans une situation comme ça, c'est d'appliquer le jour numéro 90, envoyer l'application, et comme ça, et vous avez le droit de rester aux États-Unis. Vous ne pouvez pas voyager normalement, mais vous avez le droit de rester aux États-Unis, attendre l'entretien, éventuellement la carte verte, oui. C'est-à-dire que si vous dépassez les 90 jours, on n'a pas de problème. Si vous appliquez pour la carte verte. alors, il y a énormément de questions, évidemment, qui concernent justement les conjoints, les gens qui ont suivi leur conjoint et qui veulent travailler, ou les histoires de mariage, par exemple. Là, il y en a une assez spécifique qui est de Lélie 78-180. Actuellement, sous visa E2, mon mari va obtenir un visa G4. Alors, il faut savoir ce que c'est. Le G4, c'est un visa qui permet de travailler à l'Organisation internationale, ONU, Banque mondiale, etc. Si je me marie avec lui, je passe automatiquement en G4. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour moi et mon travail ici? Cela annule mon visa E2 en termes de visa, work permit, taxes. Est-il possible d'éviter ça? Non. C'est une chose que la loi demande. Si un entre en J4, l'autre doit faire la même chose. C'est-à-dire l'épouse ou l'époux doit faire la même chose. Normalement, c'est une façon de protéger ce visa-ci aussi parce qu'on a aussi des grands bénéfices de ne pas payer les impôts. C'est-à-dire que normalement, si un a le J4, l'autre doit faire la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de façon de sortir de ça. Sinon, on ne donnera pas le visa. Mais ce que je dis toujours avec ces questions-ci, je dis de parler avec les ressources humaines de la boîte et de voir exactement qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que des fois, on a une façon d'essayer de s'échapper un petit peu, mais normalement, si de un à l'autre, c'est la même chose. Ils doivent être dans le même visa. C'est bien de parler un petit peu en avance avant de choisir le boulot, de changer de statut, c'est de demander à le HR pour voir si c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Je prendrai une question de quelqu'un d'autre, mais de la salle. Il y en a une dans le fond, là, voilà. Avant. Ouais. Bonsoir. Juste une question. Si vous êtes titulaire d'un visa G4, est-ce que vous pouvez passer une carte verte et comment? Les cartes vertes, normalement, ça dépend ça dépend on peut être sponsorisé par le boulot, on peut gagner la loterie, on peut se marier. C'est-à-dire qu'on a une quantité d'énormes de façons d'avoir la carte verte. Mais est-ce qu'on peut faire un changement de G4 à la carte verte? Oui. On doit signer un document, normalement, en disant qu'on va laisser la protection des impôts dehors un petit peu parce qu'on est protégé dans le sens avec ça. Mais on peut le faire. Mais normalement, c'est... Et je crois, pardon, je connais un peu. Donc, il y a une procédure particulière pour les dépendants de G4, donc les enfants ou les conjoints de G4, qui, au-delà de 7 ans de présence en G4 sur le territoire américain, peuvent demander la carte verte, qui est plus ou moins automatique. Est-ce qu'ils peuvent la demander avant les 7 ans? Non. Non. Il ne faut surtout pas la demander avant les 7 ans. Non. D'accord. J'ai bien fait de venir. C'est ça. Vous avez Emmanuel. Tu as raison. Je suis un peu concerné par ça, voilà. On va continuer à parler d'amour. MG, je souhaite me marier avec ma compagne et la rejoindre. Elle est citoyenne américaine et réside aux États-Unis. Je suis français et réside en France. Que faut-il faire auprès de l'ambassade américaine en France? 2. J'ai entendu parler d'un délai de 90 jours où il ne faut pas quitter le territoire. C'est ça qu'on vient de dire, oui. Ouais. C'est-à-dire que normalement, pour la carte verte, on a deux façons d'appliquer. Une, c'est avoir l'entretien en France, ou 2, avoir l'entretien ici aux États-Unis. C'est visa processing là-bas, ou ce qu'on appelle l'ajustement de statut ici aux États-Unis. C'est-à-dire que normalement, s'ils veulent appliquer en France, ils peuvent se marier ici ou là-bas, et éventuellement appliquer avec le service d'immigration. Limite, le service d'immigration va approuver le cas. Après qu'il approuve le cas, ils vont envoyer le cas à ce qu'on appelle le National Visa Center, le NVC. Le NVC va envoyer un document, un email à la personne. Ils doivent remplir une certaine formalité.
Et quand tout est prêt, quand tous les documents sont prêts, ils doivent envoyer les documents à l'ambassade et c'est l'ambassade qui va fixer le rendez-vous. L'autre façon, c'est que ce qu'on vient de dire sur l'ajustement de statut, ils doivent attendre les 90 jours ici aux États-Unis, appliquer pour la carte verte ici, et ils doivent attendre jusque le jour qu'ils auront ce qu'on appelle le travel document ou l'advance parole. Et ça peut prendre 90 jours encore. C'est-à-dire que c'est à peu près 6 mois qu'ils ne peuvent pas quitter le territoire s'ils appliquent ici. D'accord. Simon Lélie, 90. Si mon ami est en G4 encore, il y a beaucoup de diplomates, que je suis en processus de green card et que l'on veut se marier, à quel moment est-il judicieux, stratégique de faire ça? On parle vraiment beaucoup d'amour. Ça dépend de l'amour. Normalement, l'idée de si on applique pour la carte verte et on n'est pas, ça dépend vraiment. On peut dire. Alors laisse-moi voir si on peut dire ça très bien. Normalement, si on a la carte verte et on n'est pas marié, avant de l'avoir la carte verte, si la carte verte, on me la donne aujourd'hui, je ne suis pas marié aujourd'hui, mon épouse je dois appliquer pour elle au dehors on peut dire, elle n'a pas le droit à avoir la carte verte avec moi. Je dois appliquer pour elle et ça peut prendre 2 ou 3 ans. Mais normalement, l'idée, c'est si on veut faire partie de l'application de la carte verte du mari ou de la femme, normalement, l'idée, c'est de marier avant que la personne a l'entretien pour avoir la carte verte. Comme ça, la personne peut appliquer directement, même si la personne habite au dehors des États-Unis. L'idée, c'est que la personne a le droit à la carte verte de le mari ou de la femme. S'ils attendent après ça, ils doivent attendre, on doit appliquer pour eux normalement et ça peut prendre, comme j'ai dit, à peu près 2 ou 3 ans après ça pour avoir ça. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair pour moi. Tony, je suis sous visa E1 pour 5 ans. Je voudrais connaître les solutions s'offrant à moi pour obtenir la green card. On a déjà répondu à ça, mais surtout, de plus, je souhaite me marier avec ma compagne qui est sud-coréenne, mais je vis à New York. Est-il préférable de se marier aux États-Unis ou en France? Le mariage civil, c'est ça seulement. Ils peuvent se marier là. Pour moi, vraiment, ça dépend de la personne. On n'a pas une chose qui est mieux que l'autre. Si elle habite là-bas, je ne sais pas si elle habite ici, si elle habite en France. Ça dépend d'eux, vraiment. Et c'est pas vraiment. Et pour moi, d'une façon ou de l'autre, c'est la même chose. Normalement, la façon de la mettre sur le visa E1, c'est de se marier et d'appliquer pour le visa dans l'ambassade. Elle peut appliquer pour le visa à l'ambassade à Seoul ou elle peut appliquer en France aussi si elle est là. Mais normalement, le mariage peut se faire ici, là-bas, ou c'est égal. Yeah, c'est pas. Yeah. Pardon, juste, on va attendre le micro pour être sûr que tout le monde entend. Merci beaucoup. Pour E2, au bout de l'expiration, donc le renouvellement se passe de quelle manière et c'est-à-dire juste combien de fois on peut renouveler d'ailleurs le 2? L'extension, c'est la première extension ou la deuxième ou la première? Peu importe, oui. OK. Et ensuite, OK. Non, ça devrait être plus facile. Le premier, c'est toujours le plus difficile. Quand la compagnie est déjà enregistrée, le deuxième devrait être plus facile. Pour la deuxième application, on ne demande pas ce qu'on appelle les startup funds, on ne voit pas ça, l'investissement, on demande les derniers, on peut dire la dernière et le dernier tax return ou les 2 derniers pour montrer que la société continue à travailler bien. On n'a pas vraiment un numéro magique, mais si on a parlé dans la première application, on a eu ce qu'on appelle un business plan qui disait certaines choses, ils vont essayer de voir est-ce que vous avez arrivé dans le point que vous avez dit. Mais normalement, avec une bonne, si la société est toujours bien, elle est toujours normalement bien, ça devrait marcher. Mais ils vont évaluer les impôts, ils vont évaluer le profit and loss, ils vont évaluer ces choses-ci pour pour renouveler ou non. Et le renouvellement maintenant, c'est assez facile, c'est seulement avec l'ambassade, on envoie une application, c'est tout par email maintenant, on envoie tout et on peut fixer le rendez-vous assez vite. Et ça peut prendre, on peut dire à peu près 1 mois ou un petit peu moins des fois pour renouveler. Et si on vous a donné le visa pendant 5 ans déjà, on va vous donner 5 ans encore. Et il n'y a pas de limite théorique au nombre de fois où on peut renouveler le E2? J'ai eu quelqu'un qui a un visa E2 depuis 1972. S'il y a une interruption entre le
La première, deuxième, peut-être on arrête un moment, après on revient. Est-ce qu'il y a une difficulté? Comment se passe-t-il le renouvellement? Ça Voilà. dépend Après vraiment. l'interruption. Ça dépend de l'interruption. Ça dépend de la quantité de temps. Est-ce que c'est une société qui est actuellement toujours est là? Par exemple, Est-ce qu'elle est dormante? Si on est des investisseurs, on continue, on renouvelle 2 ou 3 fois et après je sais pas, on arrête, on repart, on revient. Qu'est-ce qui se passe-t-il Mais ça dépend de la quantité de temps, vraiment, parce que si c'est pas, si on va dire 1 an, 2 ans passent, on peut dire que ça va pas être une extension, ça va être une nouvelle application. Parce que oui, parce que normalement, on a du temps qui est passé déjà. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir combien de temps? Okay. J'ai eu quelqu'un qui a, je crois que sa société, excusez-moi, était un petit peu endormie pendant 3 ans. Elle a réappliqué, mais on a demandé ils ont demandé plus ou moins la quantité d'argent qu'elle avait réinvesti pour réouvrir la société. Ils ont considéré ça comme une nouvelle application. Mais s'il y a une nouvelle société à faire, enfin, je veux dire, ça veut pas dire que c'est la même société, pourrait être une autre société. Ça peut être oui, pour elle, c'était la même société, mais comme elle dormait pendant 3 ans, ils ont décidé d'appliquer comme une nouvelle application. Est-ce que ça va être un problème supplémentaire ou ça peut être une facilitation ou alors plus de problèmes? Lorsqu'il y a une interruption. Oui, c'est l'interruption. Vu le moment qu'on vit aujourd'hui, enfin, oui, je crois que ça va créer des problèmes. On va avoir des questions. Pourquoi vous avez stoppé tout? Pourquoi vous avez recommencé? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils peuvent vous poser beaucoup de questions sur ça parce que normalement, l'idée, c'est qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi et la société est arrêtée. Il y a des raisons justifiables et valables. Mais si on a des bonnes idées, moi, je dis toujours, si on a des bonnes idées, des bonnes raisons, ça devrait marcher. Mais comme on a dit déjà, avec les ambassades maintenant, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup de pouvoir. Et pour eux, des fois, c'est... Si on est sympathique à la personne de l'ambassade, si on fait être gentil à l'ambassade. Mais voilà. J'ai eu trois personnes qui ont appliqué pour la même société. Ils ont eu la malchance de tomber sur le même officier, les 3. D'accord. Les 2 qui étaient super bien préparés ont eu des problèmes. Celui qui n'était pas préparé, qui avait tout, il était toujours un petit peu sale et tout. Il a eu le visa sans problème. Ah oui, d'accord. Donc, il y a une sorte pas de cravate. Hein. Mettez pas de cravate. C'est-à-dire que vraiment, la discrétion est énorme. Okay, très bien. Désolé, mais c'est vrai. J'ai des questions après sur l'ESTA, mais peut-être ce n'est pas le moment. Mais si, on peut y aller. Et puis après, tant que vous avez le micro, allez-y. Et puis, ouais. Alors, par rapport à ESTA, donc, j'aimerais bien essayer de comprendre effectivement un peu la limite du système. Une bonne question, la limite. Donc, par exemple, prenons un exemple, on passe moins de 90 jours, mais on a envie de revenir aux États-Unis, je ne sais pas, quelques semaines plus tard, pour différentes raisons. Est-ce que ce cas de figure est possible? On peut dire que ça dépend. Mais là, théoriquement, oui. Parce qu'on n'a rien écrit qui dit qu'on ne peut pas faire ça. Chaque situation, on peut dire, ça dépend vraiment de l'officier qui est là, qui est à la frontière, et la personne qui applique. Si l'officier est content, si l'officier a bien mangé, s'il a bien dormi, il se sent bien, il aime les Français, 1, 2, 3. Si au contraire, il n'aime pas, il ne sait pas quoi, qu'est-ce qui est passé, il peut créer des problèmes. C'est-à-dire, normalement, quand je dis ça dépend, c'est vraiment ça. J'ai eu beaucoup de clients qui passent les 90 jours, on va dire 88 jours, 87 jours, ils quittent, ils reviennent une semaine après, sans problème. J'ai eu des autres qui ont passé une semaine, je ne sais pas, 3 ou 4 semaines ici, ils sont partis, ils sont revenus une semaine après, bloqués. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment, sans vraiment et dire rien d'autre que c'est vraiment, ça dépend de l'officier. Mais est-ce que c'est possible? Théoriquement, ce que vous avez demandé, c'est très possible, oui. Et par rapport, donc toujours dans l'esprit des contraintes, est-ce que, en tant que donc, détenteur ESTA, il y a un certain nombre donc, de contraintes d'activité sur le territoire? Beaucoup. On ne peut pas travailler normalement, mais si on regarde dans le site du Customs and Border Protection, on a ce qu'on appelle allowable activity, c'est-à-dire ce qu'on peut faire. Normalement, l'idée, c'est de visiter
on peut vraiment voir, on peut dire quoi, faire des réunions, on peut faire des choses comme ça, mais normalement, travailler et on dit que chercher du boulot n'est pas correct, mais on a beaucoup de personnes, c'est ça qu'ils vont faire normalement. Et ce qu'on doit faire, l'idée du ESTA, c'est quelqu'un qui vient visiter aux États-Unis, qui ne vient pas travailler, qui vient seulement voir la Statue de la Liberté et passer un petit peu de temps. On peut faire des réunions, mais pas faire, on peut dire, si on commence à faire des activités, si on va, allons dire, on commence à envoyer des emails, on commence à travailler, à faire des choses ici, normalement, ça, c'est pas possible. Mais des réunions, c'est très possible. Business meeting, c'est possible. Et des réunions de conseil d'administration? Là, ça commence à entrer un petit peu parce que normalement, beaucoup de ces choses-ci sont payées. Et on a le visa L1 des fois, si c'est possible, de faire ce qu'on appelle intermittent L1 qui vous donne la possibilité d'entrer, de faire les réunions et tout. Et puis après ça, retourner chez vous. Mais normalement, si on voit que... Oui. Pardon, et le B aussi permet, dans certaines mesures, de... Le B1 donne beaucoup plus de possibilités. Normalement, l'entraînement, beaucoup de choses comme ça. Et on peut travailler dans des projets. Mais normalement, le B1, c'est pour moi le visa que beaucoup de personnes, et c'est mieux d'appliquer pour ce visa-ci. Si on a quelqu'un qui veut, allons dire, qui veut investir de l'argent aux États-Unis, qui veut créer une société ici, cette personne-ci peut appliquer pour ce qu'on appelle un B1 investor, intending investor. C'est quelqu'un qui veut. On a quelqu'un qui peut, allons dire, qui veut venir ici travailler aux États-Unis pour faire un projet, pas payé ici, mais payé au dehors des États-Unis, peut demander le visa B1 aussi. C'est-à-dire que le visa B1, et pour moi, et spécialement si la personne veut rester plus de temps, le visa B1 est mieux que le ESTA. Parce que le ESTA vraiment est devenu vraiment quelque chose qu'on abuse beaucoup. Et ces jours-ci, on peut dire le CBP à l'aéroport sont extrêmement durs avec ces personnes-ci. Et le B1 permet, si ma mémoire est bonne, de rester jusqu'à 6 mois, c'est ça? 6 mois, et on peut demander une extension. Avec l'ESTA, on ne peut pas demander. Oui. Renouvelable, oui. Mais le B1, c'est vraiment quelque chose si c'est possible d'appliquer, c'est super bien de l'avoir. C'est un très vieux visa, ça, il me semble. C'était le visa de touriste qu'on avait avant. Et maintenant, ça a changé. ESTA est devenu la façon d'entrer aux États-Unis sans visa. Le problème, c'est que le ESTA est abusé et on a beaucoup de... N'oubliez pas que chaque fois que vous passez à la frontière, vous scannez votre passeport, l'entrée sort dans l'ordinateur de service immigration. Et chaque fois que vous entrez, ils vont voir ça, ils vont voir la quantité d'entrées que vous avez fait, le temps que vous avez passé aux États-Unis. Et comme ça, ils ont l'historique de tous les voyages que vous avez fait aux États-Unis. Et c'est pour ça, des fois, ils vont vous dire non, attention, allons avec moi et vous allez visiter ce qu'on appelle secondary inspection où l'officier va vous poser beaucoup de questions. Et dernièrement, quelque chose qu'on peut parler qui est très important, qu'ils ont le droit de demander de regarder votre Facebook, ils ont le droit de regarder votre téléphone, d'ouvrir votre laptop, toutes ces choses-ci. Normalement, c'est quelque chose qui est devenu plus courant ces jours-ci. C'est quelque chose, si la personne va voyager, c'est faire attention de ne pas voyager, si on va voyager avec le Facebook et tout, avec le laptop, ils ont le droit de regarder tout. Et s'ils regardent tout, ils ne sont pas d'accord à vous laisser entrer, vous pouvez vous fouler chez vous. Avant de continuer, justement pour continuer sur cette idée de ce que savent les officiers de l'immigration, qui est aussi un objet de fantasme, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet ordinateur là quand il nous regarde avec l'air mystérieux? Élodie demande: bonjour, si j'ai des factures médicales impayées avant de quitter les États-Unis, serais-je autorisé à revenir ou pas? Ma prochaine demande d'ESTA risque-t-elle d'être refusée? Là, j'ai vu cette question. Pour moi, c'est vraiment, ça dépend. Parce que normalement, si on n'a pas vraiment une cause contre la personne, si on n'a pas fait un jugement contre cette personne-ci, c'est quelque chose qui est inconnu. Mais si on a fait un jugement contre cette personne-ci, si on fait un small claims court, une chose comme ça, et normalement, on a un jugement qui est là, normalement, quand la personne va entrer aux États-Unis, ils peuvent essayer d'entrer avec ESTA, mais quand ils vont regarder dans l'ordinateur, ils vont voir le nom de la personne. Ils vont voir que cette personne, s'il y a un problème avec la loi, on va l'interdire l'entrée. Toutes les condamnations sont connues de l'officier de l'immigration? Ils ont un database qui est avec FBI, CIA, Interpol, toutes ces choses-ci. C'est-à-dire que normalement, l'information est là. Si on a quelque chose qu'on a fait, on a un problème qu'on a eu, et normalement, ça va sortir. C'est là. Ce qui passe, pour te parler un petit peu de l'ordinateur et tout,
Et moi, j'ai travaillé pendant 8 ans pour le service d'immigration. L'officier, quand il passe le passeport comme ça, ils ont un database qui a le nom de la personne, la date de naissance de la personne, le pays de naissance de la personne. Tout ce qui sort de cette personne-ci, tout ce qu'on a dans tous les databases sort là. Si l'officier d'immigration voit ça, il dit qu'ils ne peuvent pas vous laisser entrer, ils vont vous mettre dans la petite salle et vous deviez parler avec eux. Mais normalement, toute cette information est disponible et assez vite. On avait une question là, oui. Le micro, si on peut faire passer le micro. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Deux questions. Bonsoir. La première, à partir d'un visa L2, est-il possible de créer sa société? Et deuxième question, donc moi je suis en visa L2 et ma femme est en L1. Est-il possible d'appliquer pour une carte verte sans impliquer l'employeur du visa L1? Le seul visa... Peut-être juste on peut dire ce que c'est que le L, c'est-à-dire... Le visa intercompany, c'est quelqu'un qui fait un transfert. Ça peut dire qui a travaillé pendant 1 an au dehors des États-Unis pour la même société, qui est transféré aux États-Unis pour travailler aussi aux États-Unis. Ça, c'est le L1. Ouais, c'est ça. Et le L2, c'est l'époux ou l'épouse du L1, le dépendant ou la dépendante du L1. Est-ce que la personne peut créer... est-ce qu'il peut appliquer pour la carte verte à partir d'un L2? Créer l'entreprise, c'est possible, parce que normalement, avec le L2, vous avez le droit de travailler. C'est-à-dire, avec le work permit, vous avez le droit de travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Normalement, vous avez le droit d'appliquer pour la carte verte, oui. Excusez-moi, de créer votre propre société, oui. C'est possible. La deuxième question, c'était effectivement appliquer pour une carte verte, mais sans avoir le sponsor de son employeur. La seule façon d'appliquer pour la carte verte et sans le sponsor, c'est ce qu'on avait parlé de la loterie, le DV Lottery, la loterie de Green Card, ou sinon, l'autre, c'est d'appliquer pour ce qu'on appelle le EB1, habilité extraordinaire, et on peut faire ce qu'on appelle un self-petition, on peut se sponsoriser soi-même. Merci. Martha, oui. Pardon. Ah ben j'ai aussi une Martha qui demande ça, d'ailleurs. Non, l'idée de la carte verte, c'est de vivre permanentement aux États-Unis. Si on a l'intention de ne pas vivre aux États-Unis, on a l'intention de passer beaucoup de temps au dehors des États-Unis, on a une façon de protéger ça. On appelle ça ce qu'on appelle un re-entry permit. On peut appliquer pour ça. C'est un document qui est un petit passeport qu'on vous donne pendant 2 ans et vous pouvez passer beaucoup de temps au dehors des États-Unis. Mais l'idée de faire ça, c'est que vous devez toujours avoir des connexions, on peut dire, avec les États-Unis. L'idée avec du re-entry permit, c'est que vous allez passer un petit peu le temps au dehors des États-Unis. Vous avez l'intention d'entrer aux États-Unis, de retourner aux États-Unis ou continuer votre vie ici comme résident. Mais si vous passez plus de 6 mois chaque fois, on dit toujours 50% du temps aux États-Unis, c'est bien. Si vous passez plus de 6 mois au dehors des États-Unis ou si vous passez plus de 6 mois consécutivement, c'est considéré que vous avez l'intention d'abandonner la carte verte. Le problème qui passe là, c'est n'oubliez pas que la carte verte a une validité de 10 ans. Vous pouvez toujours renouveler sans problème. Le problème, c'est chaque fois que vous entrez aux États-Unis, on va vous poser la question, combien de temps vous avez passé au dehors des États-Unis, madame? Vous allez dire, papa, je ne sais pas. Et ils ont le droit aussi, ils ont la possibilité aussi de regarder dans l'ordinateur pour voir ça. Et s'ils pensent que vous avez abandonné la carte verte, on peut commencer un jugement contre vous pour prendre la carte verte. Ce qui répond à la question d'Edouard, mais je la lis puisqu'il a la gentillesse de nous regarder en direct. Bonsoir, si j'ai la carte verte et que je rentre en France pour une longue durée, sera-t-il possible de revenir facilement ensuite? On peut faire ce qu'on a. La protection, comme j'ai dit déjà là, la meilleure chose, c'est d'appliquer pour le re-entry permit, sachant qu'on va quitter le territoire. Et comme j'ai dit déjà, le re-entry permit a une validité de 2 ans. Et comme ça, on peut dire la bénédiction, la permission du service d'immigration pour passer beaucoup de temps dehors des États-Unis. Mais ça serait, si on n'a pas ça et on essaie de passer beaucoup de temps, la carte verte, comme un document d'entrée, a une validité seulement de 1 an. Si vous dépassez le 1 an, 365 jours au dehors des États-Unis, pour pouvoir entrer aux États-Unis, vous devez demander ce qu'on appelle un transportation letter à l'ambassade. Et comme ça, vous avez le droit d'entrer aux États-Unis. Sinon, si vous entrez après l'année, on peut vous dire non et on peut prendre la carte verte. Peter qui demande, je suis titulaire d'un visa E2.
que se passe-t-il si je perds mon emploi? Alors, il faut préciser que dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas lui l'investisseur. Le visa E2 permet aussi à des investisseurs de, entre guillemets, sponsoriser des gens qui eux aussi sont titulaires du visa E2, même s'ils ne sont pas eux-mêmes investisseurs. Donc, dans son cas, s'il perd son emploi, qu'est-ce qui se passe? S'il perd son emploi, il doit essayer de... Pour moi, ce que j'aime toujours me protéger un petit peu, ça serait de de demander un changement de statut à ce qu'on appelle le B1, B2, normalement pour pouvoir rester aux États-Unis si on n'a pas la possibilité de trouver un travail assez vite. Sinon, ça serait d'essayer de changer son statut si on trouve un autre employeur français pour faire un autre E2 avec un autre employeur, une autre boîte française, ou essayer de changer avec un autre type de visa si c'est possible. Mais normalement, si on reste ici, le visa est valable toujours. On perd le boulot, on ne fait rien. On commence à faire ce qu'on appelle accumulating, ce qu'on appelle unlawful presence. On devient illégal et c'est mieux d'essayer d'éviter ça si c'est possible et de faire le possible pour changer le statut pour pouvoir rester tranquillement aux États-Unis. Ou sinon, normalement, l'autre, c'est de quitter le territoire, de rentrer chez soi. Est-ce qu'on a le micro? Bonjour, et pour le L1, c'est pareil, parce qu'il paraît qu'en durée des carences, c'est 10 jours, mais comment ça se passe en pratique? Moi, on parle toujours de 60 jours et tout. Pour moi, ces jours-ci, spécialement avec ce qu'on voit avec le service d'immigration, c'est essayer de faire ça le plus vite possible, de ne pas jouer avec ça, parce que là, vraiment, je ne sais pas, moi, les 60 jours, je ne les aime pas. Je préfère, normalement, si c'est possible, de changer le statut. On peut toujours aller de E2, allons dire, à B1, B2, et si on trouve un boulot 3 mois après, rechanger à le E2. C'est-à-dire que c'est possible, mais normalement, tout est légal. Vous n'avez pas dépassé votre temps ni rien, et comme ça, on ne peut rien vous critiquer. Parce que normalement, ces jours-ci, on ne sait jamais ce qui peut passer. On doit faire attention. On va bientôt, je pense, pouvoir conclure parce que ça fait un peu plus d'1 heure déjà qu'on parle. Il y a néanmoins pas mal de questions. Je voudrais juste rapidement, il y a beaucoup de questions autour du J1, qui est visa de stagiaire long terme, mais qui est aussi le visa qui est utilisé pour les gens qui sont en VIE ici, c'est ça? Donc je vais les enchaîner un peu pour que tout le monde ait eu le droit à sa question. Pauline qui nous demande, bonjour, y a-t-il un délai de carence hors du sol américain entre 2 visas J1? Si oui, combien de temps? Et puis-je tout de même revenir en tant que touriste entre-temps? L'idée, c'est ces questions-ci, c'est toujours demander, parce que normalement, avec le J1, on a un sponsor. C'est toujours bien de poser cette question-ci à le sponsor, parce que c'est eux-mêmes qui sont en charge de ces visas-ci. C'est toujours bien de parler, parce qu'on a beaucoup de types de visas différents. J1, c'est mieux si on a l'idée de faire ça, c'est de demander, avant de quitter le territoire, parler avec le sponsor pour demander exactement qu'est-ce qu'il peut faire et combien de temps il doit passer au dehors des États-Unis. C'est mieux toujours parce que eux-mêmes qu'ils ont le contrôle de ça. Et comme on a tellement de types de visas J1 différents, c'est mieux d'avoir ça directement de eux. Mais en principe, les J1 ne sont pas accumulables. On ne peut pas accumuler plusieurs J1 l'un après l'autre. On ne peut pas, oui. Et alors finalement, une autre question de Pauline, sans doute la même. Un visa J1 est-il transférable d'une entreprise à l'autre en fin de contrat? C'est la même réponse, c'est de parler avec le sponsor pour voir si c'est possible. Normalement, ça ne devrait pas être possible, mais je sais que normalement, c'est eux-mêmes, parce que l'idée, c'est d'appliquer pour un nouveau J1, et si on parle avec le sponsor, ils vont vous dire directement si c'est possible ou non. C'est toujours, pour moi, avec le J1, je dis ça toujours, parce que normalement, c'est un visa qui est très, très strict et contrôlé par le département d'État. C'est-à-dire que c'est bien de parler avec le sponsor du J1. Pour être sûr qu'il n'y a pas de frustration avant de parler. Oui, une question. Je vais la répéter, j'ai le micro. Est-ce qu'on peut prolonger des séjours, alors que ce soit ESTA ou sous visa, sur visa qui expire, ou ESTA qui approche les 90 jours, en cas pour des raisons médicales? Donc, opération, etc. Avec l'ESTA, les deux façons de faire une extension, c'est des raisons médicales ou l'asile politique. Parce que normalement, l'asile politique, on ne peut pas retourner chez soi, ou si on a quelque chose de médical, normalement, l'idée, c'est de demander, ils vont vous demander les preuves, normalement, avec une lettre de docteur, etc., pour essayer de demander ça. Mais parce que normalement, l'idée
Vous deviez quitter le territoire. Sinon, et si ce n'est pas possible pour des raisons médicales, normalement, on ne peut pas vous forcer à voyager. Yeah. L'asile politique, ça sera assez difficile pour nous autres. Mais... Oui, très. Définitivement. EB5, oui, l'EB5, c'est le visa de, on peut dire, la carte verte d'investisseur. C'est comme le E2, mais normalement pour la carte verte, ça demande un investissement de $1 million ou, et ça c'est quand on va être vraiment, on va travailler, on va ouvrir une entreprise, on va travailler là directement, ou sinon on peut faire ce qu'on appelle un investissement de $500 000, et là on va travailler avec ce qu'on appelle un Regional Center, et là c'est un investissement plus passif, on donne l'argent à cette boîte-ci, et c'est eux qui vont travailler sur ça. Mais normalement, ça c'est quelque chose, les EB5 ces jours-ci sont extrêmement, extrêmement contrôlés, on a beaucoup d'abus, et c'est quelque chose qui est très, très strict. Ils ont beaucoup de problèmes parce qu'on a beaucoup d'eux qui essaient de mettre l'argent pour essayer, laver l'argent, comme on dit un petit peu. Et normalement, ça, c'est quelque chose que le service d'immigration est vraiment strict avec. Mais la réponse est oui. Voilà, mais ça va conclure cette conférence. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces réponses très précises. Merci à tous et merci à ceux qui nous ont regardés ce soir. À bientôt pour une autre conférence avec Canal Chat et French Morning, j'espère. Au revoir. Merci.